Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. L'actrice Uma Thurman, surtout connue pour ses rôles dans les films Pulp Fiction et Kill Bill, écrits et réalisés par Quentin Tarantino, nous dit « La parentalité est une expérience très intime et incroyable et l'une des meilleures expériences de ma vie. Quand on devient parent, c'est tout qui se bouscule. Il nous faut changer nos habitudes, nos modes de fonctionnement si nous voulons vivre une parentalité épanouie et concilier vie professionnelle avec envie familiale. Éduquer ses enfants, être parent, nous renvoie à nous-mêmes et à ce que nous sommes dans le meilleur, mais aussi nos limites, nos insuffisances et nos incapacités. Et puis, il nous faut aussi continuer à créer l'œuvre d'art que nous sommes, ne pas oublier de toujours aller vers plus de soi. Tiffaine Mayol, bonjour. Bonjour Marc. Tu es entrepreneur, praticienne en programmation neurolinguistique, mais également maman, consultante en parentalité et équilibre de vie en entreprise. Tu es l'auteur du livre « La parentalité en entreprise, expliqué à mon boss ». Être parent et être soi-même, comment ça marche ? C'est le thème de cet épisode. Tiffaine, avant d'entrer plus dans le détail, j'ai une première question pour toi. Comment occupes-tu ton temps sur notre planète Terre ? Merci Marc, bonjour à tous. J'ai plusieurs activités. La première, c'est que je suis maman de 2 enfants, Balthazar qui a 4 ans et Célestine qui a 1 an. Donc ça occupe pas mal de mon temps. Et puis, au niveau professionnel, je suis consultante en parentalité en entreprise. Donc concrètement, j'essaie d'accompagner les entreprises dans la mise en place de leur politique familiale et comment concrètement, quelles sont les mesures mises en place pour accompagner les parents au quotidien. Puis j'ai aussi une activité au sein de l'incubateur de l'IESEG puisque j'accompagne des jeunes entrepreneurs qui créent et développent leur entreprise. Merci Tiffaine. Alors tu es mère de famille. Qu'est-ce que ça a changé pour toi quand tu es devenue mère ? Ça a changé pas mal de choses. Ça a vraiment donné un sens à ma vie, tout simplement. Le fait d'être maman est vraiment une source d'immense bonheur, un cadeau, je me le dis vraiment tous les jours. Ça n'empêche que c'est pas toujours facile, hein, c'est 2 choses différentes. C'est aussi un bouleversement parce que ça a été un chemin de développement personnel. En fait, mes enfants et ma famille globalement me poussent à toujours essayer de mieux me comprendre, comprendre mes réactions envers eux. Et ça m'a révélé d'une certaine manière parce que ça a permis de poser peut-être les bons choix à certains moments et notamment au moment de ma première maternité et la deuxième par la suite. Personnellement, ça a changé pas mal de choses. Ça m'aide à mieux connaître mes priorités, ça me force à me poser les bonnes questions sur mes activités, la manière dont j'oriente ma vie et à donner en fait au quotidien le meilleur de moi-même. Et à titre pro, ça a aussi changé pas mal de choses. Ça a fait que renforcer mes convictions sur mon domaine de prédilection, on va dire, donc la nécessité d'accompagner la parentalité en entreprise, de mieux comprendre les besoins des parents, de créer une société qui réconcilie travail et famille pour pouvoir être à la fois un parent investi qui donne du temps à ses enfants et en même temps un professionnel engagé. Nous avons tous des obstacles ou peurs à surmonter. Quel est le principal défi et obstacle ? Il peut être mental, physique, émotionnel, perçu, que tu aies rencontré. En quoi est-ce que ça t'a transformé et permis justement d'orienter en fait cette transformation vers les autres et la communauté ? À la sortie de mon école de commerce, j'ai décidé de créer mon entreprise avec l'idée que voilà, je me donnais 5 ans à fond pour développer ma boîte et puis après, je lèverais le pied pour m'occuper plus de mes enfants et créer ma famille. Il s'avère que j'ai eu mon fils en plein dans le développement de mon entreprise. À l'époque, on était une toute petite équipe. On démarrait, donc on proposait des services pour les familles en entreprise. Donc le sujet était vraiment lié à notre thématique du jour. De vivre la maternité m'a fait ressentir l'inadéquation entre le chemin que je prenais avec le développement de mon entreprise et ce que ça allait m'amener à vivre et mes aspirations personnelles les plus profondes. Ça faisait à peu près 3 ans que j'avais mon entreprise. Donc, bien évidemment, j'avais mis toute mon énergie à développer l'entreprise, mais finalement, avec la naissance de mon fils, j'avais le sentiment de travailler à développer un boulet que j'avais de plus en plus de mal à me traîner. Je parlais au quotidien de la conciliation des vies à mes clients et moi-même, je n'y retrouvais pas du tout mon compte. J'ai eu très peu de
de congé maternité, comme beaucoup d'entrepreneurs, je percevais que le métier de chef d'entreprise, c'était pas forcément ce qui me convenait. Voilà, je me suis vraiment reposé les questions de savoir qu'est-ce que j'avais envie de faire de ma vie et comment je voyais ma vie. Et c'est pour ça que j'ai un petit peu transformé, puisqu'on a stoppé la commercialisation de nos services, et j'ai décidé de me focaliser sur donc mes activités de consultante en tant qu'indépendante. Donc je vis l'entrepreneuriat de manière complètement différente aujourd'hui, ça me correspond beaucoup mieux, et toutes ces réflexions, je les aurais jamais eues sans la maternité en fait. Et aujourd'hui, je me sens beaucoup plus à ma place qu'il y a quelques années. C'est un obstacle parce que ça a été très compliqué à mettre des mots dessus, à comprendre ce que je vivais, à me dire mais je comprends pas, j'ai travaillé comme une dingue pour développer cette entreprise, et maintenant qu'elle est développée, j'ai envie de tout arrêter. Et donc c'est vraiment la maternité qui m'a permis d'affronter cet obstacle et de le transformer pour juste me donner des infos sur quel était le vrai chemin de vie que j'avais envie d'emprunter. Haïm Ginot, qui est un médecin psychothérapeute qui travaillait avec les enfants et leurs parents, disait « Ne soyez pas un parent, soyez un humain qui est un parent ». Pour toi, qu'est-ce que ça signifie? Dans cette phrase, ne soyez pas un parent, mais soyez un humain qui est parent, c'est l'incitation à être humain avec ses enfants avant d'endosser un rôle préconçu de parent. C'est-à-dire être humain, ça voudrait dire s'attarder à créer du lien, partager ses croyances, transmettre ses valeurs, demander pardon aussi pour ses faiblesses et ses manquements, accepter qu'on ne fait pas tout parfaitement, partager ses émotions et pas seulement le bon côté de soi, mais aussi toutes ses faiblesses, ses émotions difficiles à vivre, et à travers tout ce partage d'humain à humain, finalement, endosser son rôle de parent. Et derrière, c'est tuer un peu cette image de parent parfait ou d'une seule manière d'être parent, mais vraiment être parent à sa manière. Il y a autant de parents que de papa ou de maman. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir se montrer humain envers ses enfants, quoi. Que surtout travailler sur la relation, aussi imparfaite puisse-t-elle être, exactement, de notre part en tant que parent ou de l'autre côté en tant qu'enfant, et puis intégrer ça et faire au mieux. La relation sera forcément imparfaite, mais voilà, de soigner cette relation même imparfaite, c'est ce que tu évoquais, et se montrer soi imparfait aussi. C'est pas forcément tout. Je prends un exemple. Moi, quand je suis fatiguée, j'essaye de me dire, plutôt que de pas expliciter le fait que je suis fatiguée, je vais leur dire, là, je suis vraiment fatiguée, pour leur montrer qu'une maman aussi peut être fatiguée. Eux, quand ils se lèvent le matin pour aller à l'école, ils sont fatigués. Nous aussi, en tant que parents, on peut être fatigués. J'essaye de leur montrer quelles sont les ressources en interne que je vais puiser, ou les ressources externes, un bon petit déjeuner, une bonne douche pour me réveiller. Je vais les évoquer auprès d'eux pour que eux-mêmes, quand ils seront fatigués, ils pourront se dire, je peux aussi utiliser les stratégies et les ressources que l'on m'a transmises. Donc c'est un peu l'idée, c'est de se montrer aussi avec ses faiblesses, quoi. 75% des enfants ont leurs deux parents. En quoi, justement, la notion de parentalité a-t-elle beaucoup évolué ces dernières années? La diversification des schémas familiaux font que le rôle du père ou d'une mère prend des significations différentes en fonction de la famille dans laquelle on se trouve. Je pense qu'on est aussi à des générations, on fait partie des générations qui se posent beaucoup de questions. On a aussi accès à plus de connaissances avec toutes les découvertes sur les neurosciences, sur le développement de l'enfant, sur ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant, la place de la génétique et de l'épigénétique. Ça nous permet, en tant que parents, d'avoir des outils et des ressources pour mieux appréhender le rôle de parent. Et en même temps, ça peut être tellement culpabilisant de se rendre compte que entre ce qu'on lit et ce qu'on fait au quotidien, c'est pas du tout pareil, qu'on a l'impression que tout le monde y arrive, mais pas nous. Et donc, ça peut créer une certaine angoisse. La responsabilité est lourde, mais du coup, elle peut être aussi culpabilisante et frustrante pour un parent qui n'accepte pas tout de suite. Toutes ces connaissances permettent de faire évoluer la perception que l'on a du rôle de parent. Et puis, il y a aussi culturellement la société qui évolue. Quand je prends par exemple le rôle de la mère, historiquement, la mère était plutôt au foyer, avait plutôt ce rôle du care au sein de son foyer, donc s'occuper de ses enfants. Et être une bonne mère, à l'époque, pour simplifier, ça voulait dire s'occuper de ses enfants, leur répondre à leurs besoins primaires, on va dire, et tenir sa maison. Alors qu'aujourd'hui, être une bonne mère, c'est souvent devoir concilier à la fois plusieurs casquettes, toujours la vie de sa maison, mais aussi s'occuper de ses enfants, gérer son
son activité professionnelle. Bref, tout doit être géré de front. Donc forcément, ça repose des questions sur quel est mon rôle et la place de la mère dans le foyer, mais aussi au sein de la société. Et puis pour les pères, c'est aussi une grosse évolution. Il y a une étude très, très intéressante de l'UNAF de 2019 qui évoquait que 86% des papas déclaraient élever leurs enfants différemment de l'éducation qu'ils avaient reçue, et que globalement, les pères voulaient transmettre les mêmes valeurs, les valeurs similaires que celles qu'ils avaient eues, mais par contre, ils souhaitaient être plus présents que leur propre père dans leur foyer et auprès de leurs enfants. Parce qu'encore une fois, historiquement, le père, il avait surtout ce rôle de gagne-pain, de nourrir sa famille, et puis il était moins présent au foyer. Et aujourd'hui, on se rend compte que les pères ont des attentes qui sont un peu différentes, et on le voit avec la nouvelle loi sur le congé paternité qui va permettre aussi aux pères de prendre une place différente au sein de leur foyer. Des évolutions sociétales qui peuvent expliquer aujourd'hui qu'on se repose la question, mais finalement, quel est le rôle du père, quel est le rôle de la mère, et c'est à chacun de trouver le rôle qu'il a envie d'avoir au sein de son foyer, de se sentir à sa place, d'être OK avec la manière dont il exerce sa parentalité, d'être en accord aussi avec sa conception de vie, de ses valeurs. Et c'est extrêmement compliqué parce qu'on est influencé aussi par les schémas familiaux que l'on a reçus et qui sont parfois similaires à ce qu'on veut transmettre, mais qui sont pas, c'est pas toujours le cas. Et donc, il faut aussi savoir faire le tri et se détacher ou au contraire retransmettre le schéma qu'on a reçu. Haïm Gino, toujours lui, va certainement dans ton sens. Il est aussi connu pour être le père de la communication bienveillante. Il dit qu'il ne faut pas vouloir des enfants 100% heureux, mais que le rôle des parents, c'est de les protéger au maximum et surtout d'en faire des adultes autonomes et responsables. Qu'en dis-tu? Y a-t-il une recette? Je pense qu'il y a autant de recettes que de parents et qu'aucune ne sera parfaite, si recette il y a. Pour moi, le terme de élever un enfant peut donner une indication, c'est-à-dire faire grandir, les rendre indépendants, les armer, leur donner des outils pour réussir à se développer, à puiser en eux leurs forces, être conscient de leurs propres ressources qui ne sont pas celles du voisin, enfin de leurs frères ou de leurs sœurs ou de leurs copains d'école, et vraiment d'essayer de leur apporter à la hauteur de ce qu'on peut les ressources externes pour les accompagner dans leur développement. Et c'est vrai que d'avoir certaines connaissances sur le fonctionnement du cerveau de l'enfant et sur comment fonctionnent les enfants peut aider dans ce rôle du parent d'élever un enfant. Mais après, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier l'intuition que l'on peut avoir en tant que parent et qui est un peu parfois mise de côté justement avec tous les outils ou les connaissances ou l'information à disposition. On oublie parfois de faire confiance à notre intuition de parent, et c'est ça qui est important. Et encore une fois, le lien d'amour que l'on va créer, l'attachement avec son enfant qui passe par beaucoup de moyens, le temps qu'on va passer avec lui, mais aussi la communication, la manière dont on a de lui parler, et ce, dès le plus jeune âge. C'est tout ça pour moi qui permet d'élever un enfant. Un enfant, des enfants, ce sont effectivement des dimensions en plus. On a plusieurs dimensions dans notre vie. C'est ça. Tout concilier, est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on devient mère ou père quand on est justement un ou une professionnelle engagée? À la question tout concilier, est-ce possible? J'ai envie de répondre oui et non. Non, parce que en fait, il y a quand même pas mal de choses qui dépendent de l'environnement extérieur et on n'a pas une pleine maîtrise sur tout. On n'a pas tous les mêmes contraintes familiales ni professionnelles. Les contraintes, par exemple, d'un professionnel de santé en période de Covid ne sont pas forcément les mêmes qu'un cadre supérieur, qu'un restaurateur. Et donc, du coup, forcément, dans la manière de tout concilier, ça va être plus ou moins facile. Il y aura plus ou moins d'obstacles, de paramètres à prendre en compte pour y arriver. Et à la fois, j'ai envie de répondre oui, parce que j'ai vraiment la conviction qu'on est tous acteurs de notre équilibre, et c'est vraiment ce que j'essaye de promouvoir, qu'on a tous un rôle à jouer, et que même si tout ne dépend pas de nous, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles on peut jouer, et ça nécessite de savoir ce que l'on veut dans la vie, ce qui est important pour nous, considérer qu'on n'est pas linéaire et qu'à certaines périodes de nos vies, c'est plutôt notre vie professionnelle que l'on va mettre en avant, à d'autres périodes, ce sera plus notre vie sociale, associative, d'autres notre vie familiale. Et c'est important de connaître les dimensions, justement, les différentes dimensions de nos vies. Et ce qui crée le sentiment d'équilibre, c'est justement quand on se sent, quand on comble suffisamment chacune de ces dimensions. Et si on surinvestit une dimension en oubliant l'autre, c'est ça qui va donner le sentiment de mal-être, on va dire. Tout concilier, c'est pour moi possible dans le sens où on peut chacun avoir notion des dimensions de nos vies qui sont importantes pour nous, qu'il faut pour les combler, et quelles actions concrètes on peut initier pour cheminer vers cet équilibre. Sachant que, encore une fois, l'équilibre, il est jamais définitif, il est jamais atteint. Moi, j'aime bien je dis souvent que j'aime bien le concept en anglais de work-life balance qui évoque le jeu de balancier. Trouver son équilibre, c'est jouer avec les différents déséquilibres de sa vie et cheminer petit à petit vers plus d'harmonisation dans les différentes sphères de nos vies.
Le philosophe et écrivain français Jean Guiton disait: « Ce qui importe, c'est que tu demeures au-dessus de ton travail et que tu fasses servir ce travail à te bien construire. » On peut se perdre dans son travail? Je pense que oui, vraiment, vraiment. Je l'ai C'est déjà vécu. le surinvestissement professionnel? Exactement. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, surtout quand on est passionné par son travail, c'est facile de s'y perdre et on s'en rend pas forcément compte. Quand je me posais justement beaucoup de questions professionnelles, familiales, que tout se mélangeait dans ma tête, mon mari qui me disait, tu as créé ton entreprise pour qu'elle soit au service de ta famille et plus largement de ton épanouissement, et pas pour que ce soit ta famille et toi qui sois au service de l'entreprise. Alors je dis pas qu'il faut pas être au service de son entreprise, mais il y a un juste équilibre, encore une fois. Ce qui est bon quand on est parent, c'est que nos enfants nous rappellent aussi Alors, la juste place des choses oui. et du travail notamment. Alors, devenir parent, les éduquer au quotidien, il faut aussi continuer à toujours aller vers plus de soi. Ça suppose de s'aimer, de développer un amour de soi, au sens noble du terme, une forme d'amour inconditionnel. Comment ça marche? En tout cas, moi, je perçois que en tant que parent, j'ai besoin de cheminer personnellement pour pouvoir donner le meilleur de moi à mes enfants, et que quand je n'y arrive pas, je suis confrontée à mes propres limites, et que le fait d'être parent, ça me pousse à les contourner, à trouver des solutions, parce que c'est plus seulement pour moi que j'évolue, c'est aussi pour donner le meilleur de moi à ceux qui m'entourent. Moi, je pense que j'aurais jamais terminé d'apprendre à plus avoir confiance en soi, à mieux s'aimer soi-même de manière inconditionnelle, comme tu dis. Après, je pense que ce qui peut aider, c'est de se rappeler, d'essayer de mettre le focus sur ce qu'on fait bien dans notre quotidien plutôt que tout ce qu'on rate. Voilà, de se rappeler, de se le noter, de se remémorer voilà, ce qu'on fait de bien. Et quand je dis ce que je fais de bien, je voudrais évoquer la ligne de conduite qui, moi, m'aide particulièrement. La ligne de conduite, c'est penser à qui l'on veut être avant ce que l'on fait de nos vies. Le qui on veut être auprès des autres, pour les autres dans notre vie, qui va driver finalement les actions et ce qu'on va faire de nos vies. Dans le fait de s'aimer, je pense que c'est justement de noter à chaque fois qu'on est en accord avec la personne que l'on a envie d'être dans la vie, et à chaque fois, et ça passe par des actions, mais aussi par des comportements. Si on a à cœur d'être attentionné envers ses enfants, on peut noter tout ce qui dans la journée nous a permis de vivre cette attention particulière envers nos enfants, et ça aide à finalement se sentir plus fort et mieux armé. Donc, après, faire valoir ses compétences, mettre l'accent sur ses qualités, savoir les reconnaître. Je pense que de faire l'exercice permet de progresser sur ce sujet. Donc, essayer de prendre conscience de son désir essentiel, de ses motivations, son pourquoi, comme disent les Américains, et mettre nos actions au service de ce désir, cette espèce de ce qu'on pourrait appeler une vocation. Exactement. Et du coup, couper des branches sur nos actions inutiles. C'est un peu Ouais. ça ce que C'est tu dis. ça, c'est savoir ce qui est Important. réellement important pour nous, qui on veut être pour qui. Ouais. Et puis ensuite, à partir de là, se dire, OK, pour que je puisse être cette personne-là pour mes enfants, qu'est-ce qu'il faut comment j'organise mon temps au quotidien pour eux. Si je veux être tel collègue au travail, qu'est-ce que ça veut dire Ouais. quand je franchis les portes de mon entreprise, etc., etc. Parfois, on a envie d'être parfait. Quel est le risque à vouloir être parfait? Qu'est-ce qui se passe et comment on peut dépasser ce besoin d'être parfait? Comment on coupe des branches, en fait? C'est une question qui est difficile parce que je pense que quand on a une certaine exigence avec soi-même, on essaye de tendre quelque part vers cette image que l'on a de la perfection ou du parent parfait ou de la femme ou de l'homme parfait. Que Hélène Bonhomme expliquait dans son livre, d'ailleurs, que je recommande, qui s'appelle Un doudou dans l'open space, expliquait qu'il y avait trois tendances qui expliquaient l'épuisement des mères, parce que forcément, le fait d'être perfectionniste, on tend à s'épuiser finalement au burn-out. Je crois qu'il y a à peu près 8% des parents qui sont touchés par le burn-out en France. Et donc, Hélène Bonhomme explique qu'il y a trois raisons majeures. La première, c'est la comparaison. C'est vrai que tous les réseaux sociaux et les outils numériques facilitent la comparaison de parents avec d'autres parents, et on a toujours la sensation que l'herbe est plus verte ailleurs. Et ça alimente à la fois cette envie d'être parfait et de ressembler aux images que l'on voit, mais aussi du coup à l'épuisement, de ne pas y arriver.
Hmm. Ensuite, il y a justement la perfection. Perfection, ça veut dire en gros regarder les 5% que l'on n'a pas fait bien plutôt que de se réjouir des 95% du travail bien réalisé. Oui, c'est un deuxième point qui explique qu'on peut vite arriver à l'épuisement à force de vouloir trop de perfection. La troisième raison, c'est la fragmentation. Donc en fait, le tiraillement que l'on peut ressentir entre le modèle que l'on a reçu et celui que l'on vit, et du coup de se sentir mal à l'aise parce qu'on n'a pas trouvé son propre modèle. Je pense que le risque à vouloir être parfait, c'est justement de s'épuiser. Et ces trois raisons, donc la comparaison, la perfection et la fragmentation, peuvent être des pistes pour essayer de voir où est-ce que nous, on est plus fragile et pour mettre en place des actions. Mais moi, ce qui m'aide, c'est de me dire, OK, je ne pourrais pas plaire à tout le monde. Quoi que j'entreprenne ou quoi que je fasse, il y aura toujours des personnes pour me critiquer, à tort ou à raison. Hmm. Mais du coup, je vais essayer de me fier aux avis et aux jugements des personnes qui ont vraiment de l'importance pour moi. Et j'en sélectionne quelques-unes en fonction du sujet et j'essaye de voir pour pouvoir aussi se remettre en question quand il y a besoin de se remettre en question, mais Ouais. pas en permanence. Et après, je pense qu'il faut aussi savoir se créer son propre schéma de réussite et du coup être à l'aise avec qui l'on est parce qu'on sait que ça correspond à nos valeurs profondes. Et encore une fois, si on parle d'équilibre, mon équilibre, celui que moi je vais trouver, n'est pas le même que le tien, Marc. On n'a pas besoin des mêmes choses et on a tous un équilibre qui sera différent en fonction des différents paramètres de nos vies. Et pour moi, c'est ça le plus important au-delà de la perfection, quoi. Hmm. Est-ce qu'on peut dire que du coup, être parent, ça s'apprend? Peut-on dire aussi qu'être soi tout en étant parent, c'est accepter de se tromper? Oui, Françoise Dolto disait justement qu'on ne naît pas parent, on le devient. Devient? On peut apprendre certaines choses avant d'être parent, typiquement changer les couches d'un enfant, enfin tout ce qui est plutôt de l'ordre technique et pratique, on peut apprendre. Maintenant, d'élever un enfant dont on parlait tout à l'heure, enfin, c'est tellement complexe comme on le disait, il n'y a pas de recette et on apprend au quotidien. Et je pense même que la recette, ou en tout cas les méthodes que l'on va utiliser avec notre aîné ne sera pas les mêmes que le second, que le troisième si on a plusieurs enfants. Oui, c'est accepter aussi de se tromper, de voir qu'on n'a pas bien fait les choses et toujours essayer de faire mieux en déculpabilisant. Parmi les connaissances sur le développement de l'enfant, on apprend l'importance des neurones miroirs chez les enfants. L'enfant va s'identifier à son parent. Et si l'enfant s'identifie à une personne qu'il va estimer parfaite, dont il a l'impression que cette personne est parfaite, alors il ne va pas oser lui-même être imparfait et dès qu'il verra qu'il échoue, dès qu'il verra qu'il ne fait pas bien les choses, il se demandera pourquoi lui, voilà. Alors que s'il voit, et il a un exemple de parents qui se trompent, de parents qui ne font pas toujours bien, de parents qui demandent pardon parce qu'il n'a pas réussi, et ben lui-même, ça va lui apprendre à reconnaître ses erreurs, à Hmm. se relever après être tombé. Ça, c'est extrêmement rassurant pour un parent. Finalement, le fait d'être imparfait, c'est aussi Inspirant bon pour... pour mon enfant et c'est aussi inspirant pour... voilà, Ouais. exactement. Je parviens à m'inspirer en étant imparfait, en Voilà, reconnaissant, en acceptant mon imperfection. voilà. Quelle est la plus grande leçon que tes enfants t'aient enseignée sur toi-même? L'humilité de justement de ne pas savoir et d'accepter de pas tout savoir, de pas être parfait, de se tromper. Et oui, je pense que c'est... Et à la fois, je suis toujours étonnée de voir à quel point ils sont tolérants envers notre incapacité finalement. Et pour moi, en fait, nos enfants n'attendent pas de nous qu'on soit parfait. Ils attendent qu'on leur montre qu'on les aime, de l'affection, mais ils n'attendent pas de la perfection. Alors, quand on est parent, on a aussi besoin de prendre soin de soi. Qui veut aller loin ménage sa monture. Mm. Donc, respirer, marcher, faire de l'exercice physique, dormir, s'alimenter correctement, tout ça, c'est à la base du bien-être. As-tu une journée type? À quoi ressemble-t-elle? Est-ce qu'il y a une routine? Est-ce que pour toi, avoir une routine sur ces axes-là est importante? Pourquoi est-ce que c'est important? Alors oui, j'ai certaines routines et à la fois je suis toujours en expérimentation parce qu'il y a des moments où je me dis ah ça y est, je crois que j'ai trouvé La bonne la bonne martingale? routine et puis en fait 2 semaines plus tard je me dis bah non en fait ça va pas le faire du tout. Bon, généralement de 7h à 8h30 on prépare toute la famille pour la journée. Je réserve un petit temps le matin avant que la journée démarre pour tout ce qui est tâches ménagères, familiales. De 9h à 16h30, ma journée de boulot se déploie, on va dire. Donc là, il n'y a pas de journée type. C'est ce que j'aime dans mon métier, c'est que c'est vraiment chaque journée un petit peu différente
et toujours drivé par la même conviction, la même envie, la même passion. Et en fait, à 16h30, je vais chercher mes enfants à l'école et chez la nounou en me disant, quitte à retravailler, je préfère avoir le 16h30, 20h avec eux et quitte à retravailler en fin de soirée. J'essaye de prendre soin de mon équilibre, de ma forme physique et mentale, mais globalement, j'aime bien tester différents rythmes. À chaque fois que je sens un déséquilibre, je teste des nouvelles choses. Est-ce que ça, c'est important? Est-ce que c'est la priorité? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que apprendre à dire non aussi? Apprendre à dire non, c'est un apprentissage. Il y a des gens qui ne savent pas dire non. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas dire non. À quel moment on fixe le cadre des missions, le périmètre de ce qu'on attend de nous? Pourquoi on choisit de dire oui? Est-ce que c'est parce que ça fait partie de notre métier ou parce que ça nous intéresse ou parce qu'on s'est senti obligé? Voilà, on dit souvent choisir, c'est renoncer. Donc renoncer, c'est choisir autre chose, mais c'est quand même renoncer. C'est pas toujours évident. Quand on se sent soulagé après, c'est qu'on a fait le bon choix. Donc, C'est ce c'est qu'on important apprend. de toujours Ouais, repartir de soi, quoi, de son pourquoi, de exactement. sa vocation Exactement. De motivateur. pourquoi on fait les choses, de Ouais. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est important? réellement important, quelle est la part de se sentir obligé ou pour qui on le fait, est-ce que c'est vraiment pour soi? Et alors pour toi, Tiffaine, qu'est-ce qui est important dans la vie? S'il devait y avoir trois fondamentaux, trois valeurs essentielles. En premier lieu, je mets ma famille. Ensuite, l'équilibre et la gratitude, la reconnaissance. Et je trouve que d'avoir la reconnaissance de ce que l'on a, mais aussi des personnes qui nous entourent et qui nous apportent et nous font grandir, c'est extrêmement important. Merci, Tiffaine. Comment garder le cap sur ce qui est important? Il y a une vidéo que j'aime bien d'un professeur qui arrive avec un bocal et qui le remplit de gros cailloux et en demandant à ses élèves est-ce que le bocal est rempli. Il ajoute les cailloux moyens, le sable, puis l'eau. Et, c'est une image pour dire voilà, si vous faites entrer le sable avant l'eau, avant les gros cailloux, vous n'arriverez pas à tout faire rentrer. Par contre, si vous faites rentrer les choses dans le bon ordre, et ben dans ce cas, tout rentre. Et pour moi, c'est un petit peu ça. C'est le bocal, c'est notre vie. Et si on veut faire rentrer un maximum de choses, il faut savoir les faire rentrer dans le bon ordre et dans le bon sens, en commençant par ce qui est réellement important. Ce que j'aime bien faire moi à titre personnel, mais que je fais aussi avec mon mari pour notre famille, c'est OK, à 1 an, à 3 ans, à 5 ans, qu'est-ce qu'on veut avoir fait? Et qu'est-ce qu'on veut, et où est-ce qu'on veut être? C'est se fixer ces objectifs qui derrière déclinent comment on agit au quotidien et comment on drive et comment on fait nos choix. Moi, ma plus grande crainte, c'est d'arriver à la fin de ma vie et me dire, en fait, je suis passée à côté de ma vie. De se reposer régulièrement ces questions, ça permet de garder le bon cap, quoi. Donc écrire, enfin se faire un travail sur ce qui est important dans chacune des catégories de vie, que ce soit le professionnel, Exactement. le personnel, les relations, l'éducation, la spiritualité. On peut modéliser 6 grandes catégories de vie. Je crois que ce qui est important pour chacun d'entre nous est différent d'une catégorie Exactement. de vie à une autre, mais le fait de les écrire, c'est ça que tu dis, peut être vertueux, et puis de revisiter un peu ce qui est important, nos objectifs régulièrement, parce que ça évolue. Puis c'est vrai que souvent, on sait ce dont on n'a pas envie, ce qu'on ne veut pas dans nos vies, ou au travail, ou en famille, mais on a du mal à expliciter ce que l'on veut réellement, l'objectif que l'on veut atteindre. Ah oui. Et donc, ce travail d'écriture est intéressant parce qu'il permet vraiment de se poser sur « Ok, je sais ce que je veux pas, mais du coup, qu'est-ce que je veux et comment ça se concrétise ?» C'est vrai qu'on est souvent beaucoup plus clair, c'est un fonctionnement du cerveau sur Exactement. ce qu'on fait et comment on les fait, le what et le how, le quoi et le comment, mais le pourquoi, la motivation profonde, là, c'est un exercice beaucoup plus difficile. Par contre, si on réussit à le faire, parfois il faut se faire aider, ça oriente nos actions et comment on les fait, notre quoi et notre comment. Si tu devais donner 5 conseils pour parvenir à être parent tout en étant soi-même, quels seraient ces 5 conseils? La base de tout pour moi, c'est vraiment la communication. Communication dans le couple, si on partage sa vie avec quelqu'un, qu'on puisse voilà, s'entendre sur l'éducation, sur l'équilibre, sur les besoins de chacun, mais aussi la communication, bien sûr, avec ses enfants. Après, en fonction de l'âge, la communication est différente, mais je pense que c'est extrêmement important pour pouvoir justement à la fois être parent, être soi-même et trouver l'équilibre. Et aussi communication avec son entourage, que ce soit l'entourage professionnel, dire à son manager, à son employeur de quoi on a besoin pour atteindre l'équilibre. Vraiment la communication au cœur de tout ça. Ensuite, je dirais avoir en tête sa ligne de conduite, donc se poser la question de savoir qui l'on veut être avant de qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie et décliner ce que l'on fait de notre vie en fonction de qui l'on veut être. Pour moi, une bonne mère, c'est celle qui va être alignée avec la ligne de conduite qu'elle se sera fixée.
Ensuite, se faire confiance, voilà, accepter de se tromper et surtout suivre son intuition de parent et voilà, cheminer vers plus d'amour envers soi-même et envers les autres aussi. Je dirais ensuite se responsabiliser. Il y a encore pas mal de discours qui tendent à laisser croire qu'on subit sa vie. Même si certaines choses, on les subit, On peut se prendre en main. Voilà, exactement, on peut se prendre en main. Et puis ensuite s'organiser quand on est parent, quand on veut avoir une vie riche de toutes les dimensions que l'on a citées, il faut quand même un petit peu d'organisation. À l'inverse, quelle serait la recette pour tout rater? La recette du déséquilibre, du mauvais parent, du je ne suis pas bien dans mes baskets. Rester immobile, ne pas chercher à mieux se connaître. Ouais, voilà, c'est se sentir. Ne pas prendre de décision. Voilà, c'est tout l'inverse de ce que l'on a dit. C'est de rester dans une image de vie subie et voilà, sur laquelle on n'a pas d'impact. Et donc, du coup, voilà, rester à l'arrêt. À l'arrêt, exactement. Ouais, et ne rien faire. Avec qui est-ce que tu rêves de prendre un café? Je dirais le pape François. Parce que c'est une personne qui m'inspire énormément. Il m'inspire par les valeurs qu'il défend, par sa vision de la vie, par l'amour inconditionnel dont on parlait. Pour quelle chose ressens-tu le plus de gratitude dans ta vie? À qui as-tu envie de dire merci? J'ai une immense gratitude, franchement, pour la vie que j'ai. Je pense que les premiers à qui j'ai envie de dire merci, c'est mes parents. Ensuite, il y a ma propre famille, mon mari et puis mes enfants. Aussi, toutes les personnes avec qui j'ai pu travailler ou avec qui ont croisé ma route. Une gratitude aussi pour toutes ces personnes qui jalonnent ma vie et qui m'enrichissent de leur expérience, de leur expertise, de leur humanité aussi. Pour toutes ces personnes, je ressens de la gratitude. Quel conseil ou petit exercice simple et concret peux-tu proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? L'exercice tout simple des 3 kiffs par jour développé par Florence Servan-Schreiber, qui est de dire, voilà, à la fin de la journée, on prend le temps de se dire quelles sont les trois choses que l'on a aimées, qui nous ont fait plaisir ou pour lesquelles on a voilà, justement de la gratitude. Ça peut être un beau repas, ça peut être un moment, un coup de téléphone avec une amie, le sourire d'une personne dans la rue. Enfin, voilà, c'est vraiment, ça peut être tout et n'importe quoi, ça n'a pas besoin d'être des grandes choses. Donc ça, je trouve que ça aide beaucoup à s'endormir. Ensuite, j'évoquais la liste de ces envies de vie. Dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que j'ai envie de pouvoir dire? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir réalisé? Qu'est-ce que j'ai envie, le jour de ma mort, de mon enterrement, qu'est-ce que j'ai envie que les gens retiennent de moi? Et c'est ça aussi qui permet de définir la ligne de conduite dont on a parlé et qui permet aussi d'agir et de choisir la direction qu'on veut avoir dans la vie. Et puis, parce qu'on parlait de confiance en soi, voilà, d'avoir un petit carnet avec ses réalisations, ce qu'on a réussi, les victoires, qu'elles soient petites ou grandes, qu'on puisse relire et revenir dessus à des moments où on vit un échec, où ça va un peu moins bien. Je pense que ça peut être utile. On ne prend pas suffisamment le temps de regarder derrière pour voir tout le chemin parcouru. Le Dalai Lama dit « Le vrai héros est celui qui vainc sa propre colère et sa haine ». Pour toi, qu'est-ce que cela signifie être le héros ou la héroïne de sa propre vie? C'est vraiment se rendre acteur de sa vie, se sentir acteur de sa vie. Et du coup, ça nécessite une certaine maîtrise de soi, de ses émotions, et puis aussi une certaine connaissance de soi pour driver sa vie, contourner les obstacles, apprendre ce qui nous manque pour avancer. Merci Tiffaine. Pour toi, qu'est-ce que la force d'âme? Donc, c'est une espèce de ressource intérieure qui nous permet de tenir dans la durée sur ce qu'on veut faire, aller vers ce qui est important, dire non, etc. Voilà, et vivre. Et la force d'âme, pour moi, c'est aussi vivre en accord avec ses convictions. C'est la force qui va nous rappeler quelles sont nos convictions pour pouvoir aligner sa propre vie à ses... La tête, le cœur et les pieds. Exactement. Merci beaucoup, Tiffaine. Merci à toi, Marc. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités,
c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.